Bonjour à tous, ça fait tout juste 1 an que je travaille chez Ashoka, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Non, pas beaucoup. Du coup, Ashoka est le premier réseau international d'entrepreneurs sociaux. C'est comme ça qu'on se définit, comme un réseau. Ashoka est une association qui a été fondée il y a 35 ans maintenant, en Inde. Et Ashoka fête ses 10 ans aujourd'hui à Paris, donc on est une douzaine de salariés basés à Paris. Et Ashoka, finalement, notre mission, notre vocation, c'est d'accompagner des hommes et des femmes dans le monde entier, mais en France aussi, qui sont porteurs d'une innovation sociale, c'est-à-dire qui mettent toute leur énergie entrepreneuriale au service de la résolution de défis sociaux ou environnementaux. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Quelle est la définition finalement qu'on donne à un entrepreneur social? Alors ça, c'est des petites photos qu'on aime bien montrer pour illustrer ce qu'est un entrepreneur social. On aime bien faire cette comparaison avec finalement un morphisme entre Mère Teresa et Steve Jobs. Alors voilà, je vous laisse deviner ce que ça pourrait donner. Mère Teresa, pourquoi? Pour finalement la vocation sociale première de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il s'attaque vraiment à un problème de société, il va mettre toute son énergie pour y répondre. Et Steve Jobs, vraiment parce qu'on cherche des entrepreneurs qui ont une vraie vision, qui ont un certain pragmatisme aussi, et qui vont faire preuve d'originalité, de créativité pour trouver un modèle qui va répondre au mieux possible aux problèmes sociaux auxquels il s'attaque. Alors, on met aussi une petite phrase qu'on aime bien citer, qui est la phrase de notre fondateur Bill Drayton, qui est un Américain. Les entrepreneurs sociaux ne se contentent pas de pêcher un poisson ni d'apprendre à pêcher. Ils ne s'arrêteront que lorsqu'ils auront révolutionné l'industrie de la pêche. C'est une idée de l'entrepreneur social qu'on aime bien donner, finalement, pour exprimer l'impact systémique que recherchent certains entrepreneurs sociaux. Et à Ashoka, on s'attaque particulièrement à ce critère-là. Je vois Philippe Deroux dans la salle, qui est entrepreneur social aussi et qui fait partie du réseau Ashoka. On va vraiment essayer de chercher des entrepreneurs qui vont avoir un impact systémique, c'est-à-dire qui vont essayer de changer la donne dans un secteur donné. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ces entrepreneurs sociaux? Donc notre corps de métier, c'est de les identifier, ce qui n'est pas toujours facile. Les entrepreneurs sociaux ne s'identifient pas toujours en tant que tels. Donc notre rôle, c'est aussi d'aller les identifier sur les territoires et au dehors de tous les réseaux classiques de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat social. Et puis ensuite, une fois qu'on les a sélectionnés, on les accompagne. Donc ce n'est pas nous, le staff, qui accompagnons directement. Pour ça, on s'entoure d'un réseau. On a la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs partenaires pro bono, que ce soit des cabinets de conseil stratégiques sur différents sujets ou des entreprises de communication, Avas, etc., qui réalisent des missions pro bono auprès des entrepreneurs sociaux. Et puis, on a aussi, je ne sais pas si vous connaissez le réseau Entreprendre, qui sont finalement du mentorat d'entrepreneur à entrepreneur. On fonctionne un peu de la même façon, d'ailleurs, on s'en est inspiré. On a un réseau qui s'appelle l'Ashoka Support Network, et c'est finalement des hommes et des femmes plutôt issus du milieu des affaires qui s'engagent dans notre association pour finalement mentorer des entrepreneurs sociaux et former des comités d'accompagnement autour de chaque entrepreneur social. Donc voilà en partie l'accompagnement d'Ashoka. Et aujourd'hui, on pousse et on travaille avec les entrepreneurs sociaux pour trouver des modèles qu'on va appeler hybrides, puisque la philanthropie est assez limitée, les subventions tendent à se réduire. Donc on travaille fortement sur ces sujets-là de business model pour que les entrepreneurs sociaux trouvent des modèles de financement qui correspondent aussi à la mission sociale qu'ils se sont fixés. Est-ce que ça va? Ça va, je suis un peu essoufflée. Est-ce que tu as une petite bouteille d'eau? Parce que tu as l'air d'avoir ça, je vais chercher un peu d'eau. En tout cas, merci pour cette présentation rapide de ce que vous faites chez Ashoka. Moi, je sais que j'ai connu Ashoka par Danone for Entrepreneurs. Je pense que Danone, c'est peut-être aussi une des entreprises, en tout cas des personnes qui viennent, Olivier Morel, qui viennent donner de leur temps, comme tu le décrivais, et aider les porteurs de projets. Je vais te chercher une petite bouteille d'eau. Et puis, parce que là, ça va sur le niveau timing. On est bon. On est bon. Et puis après, du coup, tu pourras passer, si tu veux, à la petite partie plus pratique où tu voulais développer l'axe du modèle économique. Voilà. Je te laisse la parole. Et du coup, je commente cette slide qu'on aime bien donner pour montrer finalement l'impact des entrepreneurs sociaux
dans leur champ. 94% continuent de développer leur organisation après leur sélection. Je ne connais pas les chiffres exacts de l'entrepreneuriat classique, mais c'est un chiffre, 94%, c'est assez élevé. Alors, on espère que c'est un petit peu en partie un petit peu grâce à Ashoka, au réseau qu'on leur apporte, mais c'est aussi surtout grâce, je pense, à la sélection dès le départ. Et puis un autre chiffre, 93% ont vu leur idée copiée. Pour nous, c'est une très très bonne nouvelle que les entrepreneurs sociaux soient copiés, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'entrepreneuriat classique. Même s'il peut y avoir parfois, on peut parler quand même de concurrence dans l'entrepreneuriat social, mais finalement, les entrepreneurs sociaux, certains font tout justement pour relayer leur idée, relayer leur modèle, diffuser leurs bonnes pratiques pour que d'autres acteurs soient influencés et s'emparent de leur modèle pour avoir un impact à grande échelle. Je peux poser une question? Oui. Je ne sais pas, c'est Anne-Fleur qui veut. Vous parlez de combien d'organisations du coup? Pardon, je ne l'ai pas précisé, effectivement. Ashoka France, c'est 70 entrepreneurs sociaux qui sont dans notre réseau. En France et dans le monde, c'est à peu près 3500 entrepreneurs sociaux. Et ce chiffre de 94%, c'est sur les entrepreneurs au niveau mondial. C'est une étude qui est faite au niveau d'Ashoka Global, qui représente 85 pays. Voilà. Et un dernier chiffre, 56% ont influencé la politique de leur pays. Ça rejoint tout à fait le critère systémique dont je parlais tout à l'heure. On va vraiment travailler avec les entrepreneurs sociaux pour qu'ils influencent la donne dans le secteur dans lequel ils travaillent, qu'ils aillent finalement au-delà d'un premier impact qui peut être un impact direct et qui vise un impact indirect, qu'ils influencent les parties prenantes de leur écosystème. Et du coup, il y a plusieurs entrepreneurs sociaux qui ont provoqué un changement de loi. Si je prends l'exemple vous connaissez peut-être Marie Trélu, Unicité, c'est l'association qui est à l'origine du service civique. Tout le monde connaît plus ou moins le service civique. C'est finalement donc au début, Marie Trélu a commencé à lancer des antennes dans différentes régions où des étudiants allaient faire des missions solidaires auprès d'associations. Et finalement, le levier qui a été beaucoup plus puissant, au lieu de multiplier les antennes en région, ça a été finalement d'inscrire le service civique dans la loi. Donc c'est un des exemples pour illustrer ce caractère systémique et d'impact vraiment systémique sur des entrepreneurs sociaux. Alors je ne connais pas trop le profil des gens dans la salle, mais j'en profite. Je sais que vous êtes tous, en tout cas d'après ce que j'ai compris, porteurs de projets, idées émergentes ou idées déjà bien structurées, bien établies. Ashoka, on développe des programmes de 6 mois, des programmes boosters qui s'appellent des programmes Impact, qui ont pour vocation justement d'identifier des projets sur différents territoires et puis de les accompagner sur leur phase d'accélération et de changement d'échelle en 6 mois sous forme de séminaires et d'accompagnement individuel. Donc là, je fais un petit peu la promotion, mais ça peut vous intéresser. On lance un programme Impact sur la thématique de la fragilité sociale, donc c'est un terme assez large, qui englobe tout ce qui va être l'aide auprès des familles précaires, les aidants, la question du handicap, la précarité financière. Donc on va lancer un appel à projet le 19 octobre. Donc l'appel à projet n'est pas encore ouvert, mais si vous pensez que ce programme peut être intéressant pour vous, on peut se voir à la fin pour en discuter. C'est pas un critère strict, mais effectivement, dans nos critères de sélection, on a en général le fait d'avoir une activité déjà depuis 2 ans ou d'avoir un premier impact démontré, d'avoir passé la preuve du concept. Donc en général, les gens qui en sont à ce stade-là bossent à temps plein sur leur projet. En fait, Charlotte m'a demandé d'insister sur un point particulier qui est les modèles économiques, qui est finalement un peu le nerf de la guerre. Comment financer vos projets ? C'est souvent le premier frein qui est remonté par les entrepreneurs sociaux. L'idée, c'est pas du tout de vous faire un cours parce que j'en suis pas capable. Nous, chez Ashoka, du coup, on s'appuie sur tous les modèles d'entrepreneurs sociaux qu'on accompagne. Il se trouve qu'il y a autant de modèles économiques que d'entrepreneurs sociaux et de projets, donc il n'y a pas un modèle dont il faut s'inspirer plus qu'un autre, mais voilà. On a publié un petit guide qui s'appelle le guide des 7 questions clés qu'un entrepreneur social doit se poser. Il est disponible en ligne et notamment sur la question des modèles économiques, on part souvent avec les entrepreneurs sociaux sur 4 questions clés à se poser. La première, c'est pouvez-vous faire participer financièrement les bénéficiaires directs ?
On peut penser à première vue que dans l'entrepreneuriat social, voilà, on va offrir la gratuité aux bénéficiaires directs. C'est peut-être ce qu'on peut se dire. En réalité, il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui finalement demandent une participation financière à leurs bénéficiaires directs, même si ce sont des familles précaires, etc. Pour plusieurs raisons, tout simplement pour les responsabiliser, pour éviter aussi une stigmatisation, etc. La deuxième question, c'est pouvez-vous faire participer financièrement des bénéficiaires indirects ? Et là, j'aimerais prendre l'exemple de Ciel Bleu. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette association. Le groupe associatif Ciel Bleu qui a été créé en 1998 par Jean-Michel Ricard, qui fait partie de nos fellows Ashoka, et qui est parti d'un double constat, à la fois le vieillissement de la population et puis une augmentation des dépenses en santé. Et pour lui, la solution, c'est finalement le sport comme un levier de prévention santé tout au long de la vie. Donc, très concrètement, il met en place des activités, il propose des activités de sport adaptées, à la fois pour les seniors en perte d'autonomie, à la fois pour les salariés en entreprise, etc., pour éviter les accidents de travail. Donc aujourd'hui, Ciel Bleu, c'est un énorme groupe associatif, c'est 400 salariés et 80 000 personnes chaque semaine qui participent à une activité adaptée proposée par Ciel Bleu. Et ça me semblait intéressant de vous donner cet exemple pour cette deuxième question. Pouvez-vous faire participer financièrement les bénéficiaires indirects ? Finalement, Ciel Bleu, si on réfléchit à qui profite son activité, autre que les personnes à qui il fait du sport, et ben c'est finalement les assurances et les mutuelles, puisque des clients plus en forme, moins de chutes, moins d'accidents du travail, c'est finalement des économies pour les assurances et les mutuelles. Donc Ciel Bleu a développé tout un modèle avec les assurances et les mutuelles et une offre commune. Il a co-créé des offres avec ces partenaires-là adaptées aux clients de ces mutuelles. Donc finalement, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Troisième question, pouvez-vous réduire les coûts ? Il faut encore les connaître et lister vraiment la structure des coûts. Est-ce que c'est des coûts RH ? Est-ce que c'est des coûts de structure ? Est-ce qu'il n'y a pas des coûts que vous pouvez mutualiser avec d'autres partenaires, que ce soit des associations, des entreprises ? Et puis la dernière question, pouvez-vous valoriser vos actifs tangibles et intangibles ? Si je reprends l'exemple de Ciel Bleu, au début Ciel Bleu était spécialisé sur, sa cible prioritaire, c'était les personnes âgées qui étaient en perte d'autonomie. Finalement, au fil de ces années d'expérience, il a bâti une expertise et il a été du coup en mesure, les années suivantes, de créer une offre pour les entreprises, donc une offre totalement commerciale. Donc là, c'est une autre structure juridique qui s'est créée. Au-delà de l'association, ça a été une SAS, donc une structure complètement commerciale, à destination des entreprises pour créer des programmes de lutte contre de prévention contre les accidents de travail. Donc finalement, il s'est servi de l'expertise de son association pour créer une autre structure. Et cette structure SAS finance aujourd'hui une partie de l'association. Donc l'argent qui gagne via la SAS est reversé dans l'association pour développer de nouveaux projets à plus grande échelle, etc. Donc voilà, c'était juste 4 petites questions à se poser quand il s'agit du modèle économique. Comme je vous le disais, il n'y a pas un modèle économique plus qu'un autre. Et du coup, je crois que Charlotte a prévu de présenter en atelier ce guide qui est assez riche. On est pile à l'heure en plus. Voilà. 30, c'est parfait. Merci en tout cas beaucoup encore une fois. Ouais. Je pense qu'on peut bien applaudir encore. Merci. Voilà, ça fait des...